Le soleil brille impitoyablement sur une étendue infinie d'herbes dorées où les animaux luttent pour un balai éternel de survie. Ici, sous le ciel brûlant de l'Afrique, les prédateurs rôdent dans des paysages inchangés depuis des millénaires. C'est un endroit où seuls les plus forts survivent, où chaque lever de soleil apporte de nouveaux défis et chaque coucher de soleil marque un autre jour conquis. Dans ce désert impitoyable, les faibles deviennent la nourriture des forts, tandis que les rusés survivent aux puissants. Bienvenue dans la savane africaine, où le théâtre le plus spectaculaire de la nature se déroule sous le ciel sans fin. La hiérarchie des prédateurs dans la savane est complexe et en constante évolution. Au sommet se trouvent les grands félins, maîtres de la furtivité et de la puissance, mais ils partagent ce dangereux voisinage avec des adversaires tout aussi redoutables. Les charognards, souvent sous-estimés, jouent un rôle crucial dans le maintien de l'équilibre de l'écosystème, tout en se livrant à une compétition féroce pour les ressources. Une ombre fauve se faufile dans les hautes herbes, ses muscles ondulant sous un pelage doré. La lionne marque une pause, ses yeux ambrés scrutant l'horizon avec l'intensité d'une chasseuse aguerrie. Chaque fibre de son être est à l'écoute des sons et des odeurs subtiles qui trahissent la présence d'une proie ou de prédateurs rivaux. Ses pattes massives ne font aucun bruit tandis qu'elle avance, chaque pas calculé et déterminé. La touffe noire au bout de sa queue tressaille avec une énergie à peine contenue, signe révélateur qu'elle a détecté quelque chose d'intéressant. Ses narines se dilatent, captant une odeur qui la crispe d'impatience. Mais elle n'est pas seule dans cette nature sauvage et dorée. Le rire caractéristique des hyènes tachetées résonne à travers les plaines, un son qui inspire la peur aux animaux de proie depuis des millénaires. La lionne se fige, ses oreilles pivotant comme des antennes paraboliques pour localiser ses voix importunes. Sa lèvre se retrousse légèrement, révélant les impressionnantes canines qui la désignent comme l'un des plus grands prédateurs d'Afrique. La rivalité ancestrale entre son espèce et les hyènes va au-delà de la simple compétition pour la nourriture. Il s'agit d'un conflit fondamental entre deux approches radicalement différentes de la survie dans ce paysage hostile. Les hyènes se déplacent dans la savane avec leur démarche chaloupée caractéristique, leurs épaules et leurs coups puissants dessinant des silhouettes distinctives sur l'herbe dorée. Leur chef, une matriarche imposante pesant presque autant qu'une lionne, se tient avec l'assurance d'une autorité absolue. Le pelage de la matriarche hyène est un chef-d'œuvre de camouflage naturel, couvert de taches sombres qui lui permettent de se fondre harmonieusement dans l'ombre tachetée des acacias. Sa tête massive, conçue pour broyer des os que les autres prédateurs ne peuvent même pas briser, se tourne vers l'odeur de la lionne à proximité. Ces deux matriarches représentent l'apogée de l'évolution de leur espèce respective. La lionne incarne l'équilibre parfait entre furtivité, puissance et techniques de chasse de précision qui ont fait des grands félins des prédateurs absolus. Ses griffes rétractables, son arrière-train puissant et ses dents acérées comme des rasoirs sont des outils perfectionnés par des millions d'années de sélection naturelle. La matriarche hyène représente un parcours évolutif totalement différent. Son espèce a développé une force de morsure parmi les plus puissantes du règne animal, capable de broyer des os qui mettraient en déroute même les puissantes mâchoires d'un lion. Sa large poitrine abrite un cœur et des poumons massifs, lui procurant l'endurance nécessaire aux poursuites au long cours, capable de surpasser la vitesse explosive des grands félins. La confrontation qui s'annonce s'est répétée d'innombrables fois dans la savane africaine. Lions et hyènes partagent ce paysage depuis plus d'1 million d'années, chaque espèce développant des adaptations spécifiques destinées à lui conférer des avantages sur ses rivaux ancestraux. Leur relation est bien plus complexe qu'une simple dynamique prédateur-proie.
Ils sont à la fois concurrents, alliés occasionnels et antagonistes perpétuels dans une lutte permanente pour la domination. Des recherches ont révélé que les hyènes réussissent mieux à chasser que les lions, malgré leur réputation de simples charognards. Leur structure sociale sophistiquée, leur système de communication avancé et leur intelligence remarquable en font des adversaires redoutables pour tout prédateur assez courageux pour les défier. Le cerveau de la hyène tachetée est proportionnellement plus volumineux que celui de nombreux primates, ce qui lui confère des capacités de résolution de problèmes complexes qui surprennent souvent les observateurs. La lionne se déplace avec la grâce fluide qui caractérise tous les grands félins, sa colonne vertébrale se contractant à chaque pas pour maximiser la puissance générée par son arrière-train musclé. Son regard doré ne quitte jamais le clan des hyènes qui approchent, calculant les distances et évaluant les menaces avec la précision d'un stratège militaire. Elle sait que, même si elle peut avoir l'avantage en combat individuel, les hyènes voyagent rarement seules. La matriarche hyène s'approche avec la même prudence, balançant sa tête massive d'un côté à l'autre tandis qu'elle analyse chaque aspect de la situation. Son clan suit en formation lâche, chaque individu gardant suffisamment de distance pour éviter une attaque immédiate tout en restant suffisamment proche pour se soutenir mutuellement. Leur coordination est remarquable, fruit de liens sociaux complexes qui peuvent durer des décennies. Soudain, les narines de la lionne captent une nouvelle odeur qui change tout. Du sang, une proie fraîche. Quelque part, une chasse fructueuse a eu lieu, et l'éternelle question de la propriété doit maintenant être résolue par la force ou la ruse. Ses muscles se contractent. Elle se prépare à l'avenir tandis que son esprit calcule ses chances de s'emparer de ce prix pour elle et sa troupe. La matriarche hyène a détecté la même odeur et sa réaction est immédiate. Une série de vocalisations complexes circule entre les membres du clan, communiquant des informations sur l'emplacement, la taille et la valeur potentielle de la carcasse. En quelques secondes, le clan tout entier se déplace avec une détermination renouvelée, sa démarche roulante parcourant le terrain avec une efficacité surprenante. La suite des événements dépendra de nombreux facteurs que les deux espèces comprennent instinctivement. La taille de chaque groupe, la valeur du prix, les considérations territoriales et les relations individuelles sont autant de facteurs qui déterminent si cette rencontre débouchera sur un conflit ou une coexistence réticente. Les lions comme les hyènes ont appris à interpréter ces situations avec une précision remarquable, sachant quand combattre et quand battre en retraite. La lionne contourne une petite colline et l'aperçoit. Un zèbre fraîchement abattu gît dans une clairière, ses rayures noires et blanches se détachant sur la terre rouge. La proie est suffisamment récente pour que l'odeur du sang soit forte, promettant une viande qui n'a pas encore commencé à se gâter sous la chaleur africaine. Mais 3 autres lionnes de sa troupe se tiennent au-dessus de la carcasse, la queue battant d'agitation face au clan des hyènes qui approche. Les hyènes arrivent à l'orage, tels des nuages d'orage à l'horizon. 15 membres du clan forment un demi-cercle lâche, leurs robes tachetées dessinant un motif d'ombre changeante. La matriarche s'avance, sa tête massive haute, signe évident d'assurance et d'autorité. Derrière elle, les plus jeunes membres du clan commencent à vocaliser, leurs cris gagnant en intensité et en complexité. Les lionnes répondent par des grondements profonds qui semblent vibrer à travers le sol. Leurs robes dorées ondulent sous la tension, leurs muscles puissants se préparant au combat. La plus grande du groupe, une vétérane balafrée de nombreuses batailles, fait un pas vers les hyènes en dévoilant ses impressionnantes canines dans une démonstration de menace indéniable. Cette confrontation représente plus qu'une simple compétition pour la nourriture. Elle illustre les différences fondamentales entre 2 stratégies prédatrices extrêmement efficaces. Les lions s'appuient sur des tactiques d'embuscade coordonnées, utilisant leur vitesse et leur puissance destructrice supérieure pour abattre leur proie rapidement et efficacement. Ce sont des chasseurs rapides, conçus pour des explosions d'activité capables de submerger même les proies de grande taille.
Les hyènes incarnent l'endurance et la persévérance, capables de poursuivre leur proie sur des kilomètres jusqu'à ce que l'épuisement les rende inévitables. Leurs puissantes mâchoires peuvent broyer les os que les lions doivent abandonner, leur permettant d'extraire la nourriture des carcasses longtemps après le départ des autres prédateurs. Cette efficacité leur a valu une incroyable réussite, malgré leur réputation imméritée de charognards lâches. La matriarche hyène entame une série de mouvements complexes, testant la détermination des lionnes tout en cherchant les faiblesses de leur formation défensive. Son clan la suit avec une coordination remarquable, chaque individu jouant un rôle spécifique dans le déroulement du drame. Certains membres forment des cercles pour approcher sous différents angles, tandis que d'autres maintiennent leur position pour favoriser une confrontation directe si nécessaire. Les lionnes réagissent avec la même sophistication, ajustant leur position pour garder le contrôle de la carcasse tout en se préparant à de multiples attaques potentielles. Leur communication se compose d'un langage corporel subtil et de vocalisations presque inaudibles qui coordonnent leur stratégie défensive sans alerter leurs adversaires de tactiques spécifiques. Des années de coexistence ont appris aux deux espèces à décrypter leurs adversaires avec une précision remarquable. La matriarche hyène sait que les lionnes se battront avec acharnement pour protéger une proie susceptible de nourrir leurs petits, tandis que les lions comprennent que les hyènes n'abandonneront pas facilement face à une supériorité numérique. Les deux groupes évaluent les coûts potentiels du conflit par rapport à la valeur du prix à gagner. La carcasse du zèbre représente plusieurs jours de nourriture pour chacun des deux groupes, ce qui justifie des risques importants. Cependant, les blessures subies au combat peuvent s'avérer fatales dans un environnement où la faiblesse attire rapidement d'autres prédateurs. Les deux espèces ont appris à équilibrer l'agressivité avec la prudence, sachant que la survie dépend souvent de la capacité à savoir quand combattre et quand battre en retraite. Une jeune hyène, à la périphérie du clan, lance l'attaque, s'élançant vers la carcasse avant de reculer rapidement lorsque la lionne la plus proche charge. Ce comportement d'épreuve est courant lors de telles confrontations, permettant à chaque camp d'évaluer la détermination et la réactivité de ses adversaires sans s'engager dans un combat à grande échelle. Les lionnes réagissent en resserrant leur formation autour du zèbre, leurs mouvements coordonnés témoignant d'années de chasse et de combat. Leurs queues s'agitent avec une agitation croissante, tandis que des grognements profonds servent de toile de fond aux menaces visuelles. Chaque lionne connaît son rôle dans la stratégie défensive du groupe et se positionne de manière à tirer le meilleur parti possible en cas de violence. L'affrontement se poursuit pendant de longues minutes, aucune des deux parties n'étant prête à prendre l'engagement nécessaire pour une action décisive. Les deux groupes comprennent que le premier à attaquer doit se préparer à de graves conséquences, car les défenseurs riposteront avec une force écrasante. Soudain, la dynamique change avec l'arrivée de nouveaux acteurs. 3 nouvelles lionnes apparaissent sous le vent, attirées par l'odeur du sang et les bruits de la confrontation. Leur arrivée bouleverse l'équilibre des forces, le clan des hyènes étant désormais confronté à 6 lionnes adultes défendant leur proie. La matriarche hyène réévalue la situation avec une rapidité remarquable, son regard perspicace scrutant chaque aspect de la nouvelle configuration. Malgré leur réputation d'agressivité aveugle, les hyènes sont en réalité très stratégiques et évitent les conflits qu'elles ne peuvent gagner. Les lionnes nouvellement arrivées prennent position pour encercler efficacement le lieu de la mise à mort initiale, créant ainsi de multiples couches de défense qui obligeraient les hyènes à diviser dangereusement leurs forces. Leur coordination est impressionnante, fruit d'années de vie et de chasse en groupe soudé. Chaque lionne comprend son rôle sans avoir besoin de communication explicite. La matriarche hyène commence à mener son clan vers un lent repli, mais sans défaite. Elle place plutôt son groupe à distance, ce qui lui permet de surveiller les lions tout en cherchant des opportunités.
Les hyènes sont des chasseuses patientes, prêtes à attendre que les circonstances évoluent en leur faveur. Les lionnes, quant à elles, ne poursuivent pas leurs rivales en retraite. Elles comprennent que les hyènes sont des adversaires dangereux, capables d'infliger de graves blessures, même en cas de défaite. Elles préfèrent plutôt se concentrer sur la consommation efficace de leur proie, sachant que le temps est un facteur crucial dans la savane. D'autres charognards et prédateurs seront inévitablement attirés par le lieu de la mise à mort. Alors que les lions commencent à se nourrir, les hyènes montent la garde depuis une colline voisine. Leur patience est légendaire, et elles savent que les lions ne peuvent souvent pas dévorer une grosse carcasse entière avant de l'abandonner. Le clan se met en rang, certains membres se reposant tandis que d'autres surveillent les lions en train de se nourrir. Les lions se nourrissent avec une efficacité remarquable, leurs mâchoires et leurs dents puissantes étant conçues pour une consommation rapide de grandes quantités de viande. Cependant, ils doivent rester constamment vigilants face aux menaces, car la présence de viande fraîche attire de nombreux autres prédateurs et charognards. L'équilibre délicat entre alimentation et vigilance est un défi constant dans la nature africaine. Les heures passent tandis que ce drame se déroule sous le soleil africain. Les lions mangent ce qu'ils peuvent tout en maintenant des positions défensives, conscients que leur avantage est temporaire. Les hyènes poursuivent leur surveillance patiente, changeant parfois de position pour maintenir une vue optimale tout en évitant une confrontation directe avec la force supérieure. Alors que l'après-midi s'achève, la dynamique change à nouveau. Certaines lionnes, rassasiées, s'éloignent de la carcasse pour trouver de l'eau et du repos. Cette diminution progressive de leur force défensive est exactement ce qu'attendaient les hyènes. La matriarche commence à organiser son clan en vue d'une éventuelle avancée. Les lions restants prennent conscience de l'évolution de la situation et doivent prendre des décisions cruciales, défendre ou abandonner leur proie. Avec moins de défenseurs et une part importante de la carcasse déjà consommée, ils commencent à se retirer progressivement. La matriarche hyène mène son clan dans une progression prudente, testant la détermination des lionnes restantes tout en se positionnant pour un assaut coordonné si l'occasion se présente. Ces mouvements sont délibérés et calculés, démontrant l'intelligence qui a fait des hyènes tacheter l'un des prédateurs les plus redoutables d'Afrique. Alors que l'obscurité commence à tomber sur la savane, l'éternelle rivalité entre lions et hyènes entre dans une nouvelle phase. La chasse nocturne exige des stratégies différentes et offre des opportunités différentes pour les deux espèces. Les lions, grâce à leur vision nocturne supérieure et à leur furtivité, bénéficient souvent davantage dans l'obscurité. Cependant, les hyènes possèdent une endurance exceptionnelle et peuvent poursuivre leur proie sur des distances bien plus longues que leurs rivaux félins. La carcasse du zèbre, désormais considérablement réduite, change de main à plusieurs reprises, au gré des changements de pouvoir liés à l'arrivée et au départ d'individus des deux espèces. Cette dynamique fluide illustre la complexité de la compétition pour les ressources dans les écosystèmes où coexistent de nombreux grands prédateurs. Sous le couvert de l'obscurité, de nouveaux chapitres de cette éternelle rivalité commencent à s'ouvrir. Une troupe de lions parcourt son territoire avec la confiance de prédateurs, tandis qu'à proximité, un clan de hyènes coordonne sa propre stratégie de chasse. Les deux groupes comprennent que la réussite dans la savane exige non seulement des prouesses physiques, mais aussi de l'intelligence, de la coopération et une capacité d'adaptation à des circonstances en constante évolution. La relation entre lions et hyènes va bien au-delà de la simple compétition pour les ressources. Ils servent de contrepoids à leurs populations respectives, empêchant l'une ou l'autre espèce de dominer totalement l'écosystème. Cet équilibre dynamique perdure depuis des millions d'années, créant l'un des exemples les plus fascinants d'adaptation coévolutive de la nature. Alors que l'aube se lève sur les prairies infinies, un bruit de tonnerre lointain commence à se former à l'horizon. Mais ce n'est pas le grondement d'un orage qui approche. C'est plutôt le battement de cœur collectif d'un des plus grands spectacles de la nature, les grandes migrations d'herbivores qui rythment la vie dans la savane africaine.
À travers la poussière scintillante, des formes émergent. D'abord des dizaines, puis des centaines, puis des milliers de gnous traversent les plaines dans un fleuve gris et brun qui semble couler sans fin vers une destination lointaine. Chaque gnou porte en lui la mémoire génétique d'innombrables migrations. Ses grands yeux sombres reflètent une conscience qui va au-delà de la survie individuelle pour englober les besoins du troupeau tout entier. Cette intelligence collective lui permet de naviguer dans l'un des environnements les plus difficiles de la planète depuis plus de 2 millions d'années. Les gnous ne sont pas seuls dans leur grand voyage. Dispersés au sein de leurs immenses troupeaux, des milliers de zèbres arborent leurs rayures noires et blanches caractéristiques qui créent des motifs changeants et fluides, tels des illusions d'optique sur les prairies dorées. Le motif de chaque zèbre est aussi unique qu'une empreinte digitale humaine, permettant à chacun de reconnaître les membres de sa famille, même au sein de troupeaux comptant des dizaines de milliers d'individus. Les zèbres se déplacent avec une énergie différente de celle de leurs compagnons gnous. Leur petite taille et leur grande agilité leur permettent de franchir les obstacles et de réagir aux menaces avec une rapidité explosive. Leur ouïe et leur vue perçante servent de système d'alerte précoce pour l'ensemble du troupeau mixte, tandis que leur structure sociale offre une protection supplémentaire aux jeunes animaux vulnérables. Derrière et aux côtés des troupeaux principaux, d'autres espèces contribuent à cet immense mouvement de vie. Les gazelles de Thomson bondissent dans l'herbe avec des sauts à ressort qui semblent défier la gravité, leurs croupes blanches clignotant comme des signaux sémaphoriques tandis qu'elles communiquent entre elles sur de vastes distances. Leur vitesse et leur agilité incroyables en font des proies difficiles pour les prédateurs, mais leur petite taille exige vigilance et réflexes rapides pour survivre. Les gazelles de Grant, plus grandes et plus robustes que leurs cousines de Thomson, se déplacent avec une dignité mesurée à travers le couloir migratoire. Leurs cornes impressionnantes et leurs carrures puissantes leur permettent de se défendre contre les petits prédateurs, tandis que leur capacité à survivre dans des eaux limitées les rend parfaitement adaptés aux conditions difficiles des routes migratoires de la saison sèche. La migration n'est pas un simple déplacement massif d'animaux d'un endroit à un autre. C'est un phénomène complexe et hautement organisé qui suit des schémas anciens établis par des millions d'années d'adaptation évolutive. Le moment de la migration est déterminé par de multiples facteurs, notamment les régimes pluviométriques, les cycles de croissance des herbes et la disponibilité des sources d'eau le long du parcours. En Afrique de l'Est, les conditions météorologiques déterminent le calendrier général de la migration, mais les conditions locales déterminent les itinéraires et les points d'arrêt spécifiques. Ces animaux possèdent une capacité étonnante à détecter les changements climatiques imminents, commençant souvent leur déplacement plusieurs jours avant que les météorologues ne prédisent la nécessité d'une telle action. Cette sensibilité aux conditions environnementales est l'une des clés de leur survie dans un climat imprévisible. Mais ce fleuve de vie ne coule pas inaperçu à travers la savane. Chaque kilomètre de la route migratoire est observé par des prédateurs qui ont appris à synchroniser leurs activités avec ce festin annuel. Les lions se positionnent au point de passage traditionnel, tandis que les léopards profitent du chaos pour chasser les individus vulnérables, privés de la protection du troupeau. Les guépards utilisent leur vitesse incroyable pour traquer les gazelles et les jeunes gnous dans les prairies ouvertes, où leur avantage d'accélération peut être pleinement exploité. Les lycaons organisent des chasses en meute capables d'abattre des animaux bien plus gros qu'eux, tandis que les hyènes suivent les troupeaux tels des ombres grises, prêtes à saisir la moindre opportunité. La dynamique prédateur-proie pendant la migration crée des scènes de chasse parmi les plus spectaculaires du monde naturel. La poursuite d'une gazelle de Thomson par un guépard à travers une prairie ouverte illustre les limites absolues de la vitesse et de l'agilité dans le règne animal. Le schéma de fuite en zigzag de la gazelle, conçu pour forcer le guépard à effectuer des virages coûteux en énergie, est le fruit de millions d'années de perfectionnement évolutif des tactiques d'évasion.
Lorsqu'un guépard se lance, passant de l'état de repos à plus de 100 km/h en quelques secondes, le spectacle se déroule en moins d'1 minute. La puissance explosive de son arrière-train le propulse en avant tel un missile biologique, tandis que la gazelle répond par sa propre pointe de vitesse et une série de changements de direction imprévisibles destinés à détourner l'attention du prédateur. L'issue de telles rencontres dépend de nombreux facteurs, au-delà de la simple vitesse. L'âge et l'état du prédateur et de la proie, le terrain sur lequel se déroule la poursuite, et même les conditions météorologiques peuvent déterminer le succès ou l'échec. Un guépard doit équilibrer le coût énergétique d'une poursuite à grande vitesse avec la récompense potentielle d'une mise à mort réussie, tandis que la survie de la gazelle dépend du maintien d'une vitesse maximale tout en exécutant des manœuvres d'évitement. Pour le guépard, la réussite signifie un repas frais qui lui permettra de tenir plusieurs jours, lui permettant de se reposer et de récupérer entre les chasses. L'échec signifie une dépense d'énergie et la nécessité de trouver une autre opportunité, éventuellement lorsque les conditions seront moins favorables. Pour la gazelle, la réussite signifie une survie prolongée et la possibilité de transmettre aux générations futures des gènes qui lui confèrent une capacité d'évasion supérieure. Les moments les plus dramatiques et les plus dangereux de la grande migration se produisent lors des traversées de rivières, où d'immenses troupeaux doivent se frayer un chemin à travers d'étroits couloirs, tout en affrontant les menaces des prédateurs terrestres et aquatiques. La rivière Mara représente l'un de ces points de passage légendaires, où des milliers d'animaux doivent naviguer dans des courants rapides tout en évitant les crocodiles géants qui se rassemblent en prévision de ce festin annuel. La préparation d'une traversée majeure peut prendre des jours, les animaux se rassemblant le long des berges, tandis que les chefs testent les courants et évaluent les dangers. L'intelligence collective du troupeau est manifeste dans ces moments-là, lorsque des individus expérimentés prennent des décisions cruciales qui affecteront la survie de milliers d'autres. Le moment de la traversée dépend souvent de facteurs qui restent mystérieux pour les observateurs humains. Lorsque la traversée commence enfin, elle se déroule dans le drame d'une lutte épique entre la vie et les forces de la nature. Les premiers animaux à entrer dans l'eau sont confrontés aux plus grands risques, tandis que les crocodiles se positionnent pour profiter de la confusion et de la panique qui accompagnent inévitablement ces mouvements massifs. Le courant, gonflé par les pluies récentes, pose lui aussi des défis mortels. Les crocodiles du Nil, dont certains mesurent plus de 5 mètres de long, attendent cette opportunité depuis des mois. Leur patience préhistorique est légendaire, et leur capacité à rester immobile pendant des heures les rend presque invisibles jusqu'à leur attaque. Lorsqu'une traversée commence, ces prédateurs millénaires entrent en action avec une violence qui témoigne de leur nature inchangée depuis des millions d'années. L'eau bouillonne de cadavres tandis que des milliers d'animaux pénètrent simultanément dans la rivière, poussés par un besoin irrésistible d'atteindre l'autre rive malgré les dangers évidents. Les jeunes animaux peinent à suivre le rythme de leur mère, tandis que les plus âgés mobilisent des réserves de force qu'ils ne possèdent peut-être pas. Les faibles sont rapidement séparés des forts par le courant. Les crocodiles attaquent à la vitesse de l'éclair, leurs mâchoires massives capables de broyer les os et de retenir leurs proies en difficulté sous l'eau jusqu'à ce qu'elles se noient. Mais même ces prédateurs de pointe peuvent être submergés par le nombre impressionnant d'animaux qui traversent la zone, et de nombreux gnous et zèbres parviennent à naviguer avec succès dans ces eaux dangereuses grâce à leur détermination et à la protection offerte par le chaos des mouvements de masse. Les conséquences d'une traversée majeure du fleuve révèlent à la fois le coût et la nécessité de la migration. Les corps des victimes jonchent les berges, fournissant de la nourriture aux crocodiles, aux charognards et à l'écosystème dans son ensemble. Mais la grande majorité des animaux parviennent à atteindre l'autre rive où de nouvelles prairies les attendent.
La survie de la migration dépend de cette mathématique complexe de perte et de renouvellement. Les décès individuels servent l'objectif principal de la survie de l'espèce, tandis que les croisements réussis garantissent la pérennité de la diversité génétique pour les générations futures. Cet équilibre entre tragédie individuelle et réussite de l'espèce représente l'un des exemples les plus marquants d'optimisation évolutive de la nature. De l'autre côté du fleuve, la migration poursuit son périple ancestral à travers des paysages témoins de ce même drame depuis des millions d'années. Les animaux qui ont réussi la traversée portent en eux les caractéristiques génétiques qui ont rendu leur survie possible, garantissant ainsi aux générations futures une adaptation encore meilleure aux défis de la vie migratoire. Les grandes migrations des herbivores représentent bien plus que de simples déplacements d'animaux à travers le paysage. Elles constituent de vastes moteurs de transport de nutriments, transportant minéraux et matières organiques d'un écosystème à l'autre et fertilisant les prairies qui soutiennent non seulement leur propre population, mais aussi d'innombrables autres espèces dépendantes de la savane saine. Dans la lumière du petit matin, une ombre se faufile dans les hautes herbes avec une détermination qui témoigne d'intelligence et d'une efficacité redoutable. Mais il ne s'agit pas d'un prédateur isolé traquant sa proie. Il s'agit plutôt de l'éclaireur avancé de l'une des machines de chasse les plus sophistiquées d'Afrique. Une meute de lycaons dont la coordination et le travail d'équipe ont atteint une quasi-perfection au fil de millions d'années. L'éclaireuse, reconnaissable à son pelage unique, tacheté de brun, de noir et de blanc, scrute l'horizon avec ses oreilles capables de détecter le moindre bruit à des distances incroyables. Ses grandes oreilles arrondies pivotent indépendamment, créant un système radar biologique qui fournit des informations détaillées sur tout ce qui se passe à des kilomètres de sa position. Derrière elle, répartis dans le paysage selon une formation qui impressionnerait les stratèges militaires, 19 autres membres de la meute maintiennent des positions qui optimisent leur efficacité collective à la chasse. Chacun connaît son rôle dans la stratégie de chasse sophistiquée de la meute, fruit d'années de coopération et d'expériences partagées qui en ont fait l'un des prédateurs les plus performants d'Afrique. La femelle alpha de la meute, facilement reconnaissable à sa posture assurée et à la déférence dont elle fait preuve auprès des autres membres, se déplace au sein de la formation avec la grâce fluide d'une autorité absolue. Son pelage, dominé par des bruns profonds et des blancs éclatants, crée un camouflage naturel qui lui permet de se fondre harmonieusement dans l'ombre tachetée des acacias. Son regard intelligent scrute constamment l'environnement, guettant avec la même intensité les opportunités et les menaces. Les lycaons possèdent l'une des structures sociales les plus complexes du règne animal, avec des hiérarchies et des relations qui vont bien au-delà des simples démonstrations de dominance. Leur société repose sur la coopération plutôt que sur la compétition, chaque membre contribuant au succès du groupe. Cette approche coopérative leur permet d'atteindre des taux de réussite à la chasse supérieurs à ceux de tout autre grand prédateur africain. Le système de communication de la meute rivalise avec celui des primates par sa sophistication et sa complexité. Un vaste vocabulaire de vocalisation, de marquages olfactifs et de langage corporel permettent aux membres de la meute de coordonner leurs activités sur de grandes distances et dans des conditions difficiles. Leur capacité à prendre des décisions collectives et à adapter leur stratégie en temps réel en fait des chasseurs incroyablement efficaces malgré leur taille individuelle relativement petite. Au fil de la matinée, les éclaireurs de la meute reviennent avec des informations cruciales sur les proies potentielles dans la zone. Leur signalement, transmis par une série complexe de vocalisations et de langage corporel, indique la présence d'un troupeau d'impalas broutant à environ 3 km à l'est. La réaction de la meute est immédiate et coordonnée, démontrant l'efficacité qui a fait sa renommée auprès des chercheurs en faune sauvage. La femelle alpha organise rapidement la meute en formation de chasse, les chasseurs expérimentés occupant les postes de tête, tandis que les plus jeunes se voient attribuer des rôles de soutien correspondant à leur niveau de compétence. Cette approche pédagogique garantit la transmission des connaissances de la chasse de génération en génération, tout en maximisant l'efficacité immédiate de la meute.
L'approche du troupeau d'impalas démontre la remarquable compréhension qu'ont ces chiens sauvages du terrain, des régimes de vent et du comportement de leurs proies. La meute se divise en plusieurs groupes, chacun profitant d'un couvert naturel pour approcher sous différents angles. Leur coordination est si précise qu'ils peuvent exécuter des manœuvres complexes sans aucune communication apparente, fruit d'années de chasse en groupe soudé. L'impala, l'une des antilopes africaines les plus alertes et agiles, représente un défi de taille pour tout prédateur. Son incroyable capacité de saut, atteignant des hauteurs de plus de 3 mètres, combinée à ses réflexes aiguisés et à sa vitesse exceptionnelle, en fait une proie extrêmement redoutable. Cependant, les chiens sauvages ont développé des stratégies spécifiques pour neutraliser ces avantages grâce au travail d'équipe et à la persévérance. À mesure que la meute se met en position, chaque lycaon démontre les caractéristiques uniques qui en font des chasseurs si efficaces. Leur silhouette fine et musclée est optimisée pour l'endurance plutôt que pour la vitesse explosive, ce qui leur permet de poursuivre sur des distances qui épuiseraient d'autres prédateurs. Leur grand cœur et leur système respiratoire performant leur permettent de maintenir une activité intense pendant de longues périodes. Leurs motifs de pelage distinctifs ont de multiples fonctions au-delà de l'identification individuelle. Les taches de couleur irrégulières créent un camouflage naturel qui brise leur silhouette dans les hautes herbes et les conditions de faible luminosité. De plus, ces motifs permettent aux membres de la meute de s'identifier mutuellement lors des poursuites à grande vitesse, où la reconnaissance visuelle doit se faire en une fraction de seconde. L'attaque débute avec la précision caractéristique des chiens sauvages. Plusieurs membres de la meute surgissent simultanément de différents côtés. Leur timing est parfait, semant la confusion au sein du troupeau d'impalas tout en empêchant toute issue de secours. Les impalas réagissent par des bonds explosifs et des changements de direction rapides, mais les chiens sauvages ont anticipé ces manœuvres d'évitement. Contrairement aux stratégies de chasse solitaire des grands félins, les lycaons ont recours à des tactiques de relais qui épuisent leur proie par une pression soutenue plutôt que par une force écrasante. Lorsqu'un membre de la meute s'épuise, un autre prend le relais, maintenant une pression constante sur la cible choisie tout en l'empêchant de rejoindre l'anonymat protecteur du troupeau. L'impala sélectionné, un jeune mâle séparé du troupeau principal lors de la confusion initiale, démontre l'instinct de survie qui a permis à son espèce de survivre pendant des millions d'années. Sa vitesse et son agilité incroyables lui permettent de devancer ses poursuivants, tandis que son endurance se révèle remarquable lorsque la poursuite se prolonge au-delà de la durée habituelle qui épuise la plupart des proies. Mais la stratégie des lycaons est précisément conçue pour ce type de poursuite prolongée. Leur coordination en meute leur permet de conserver leur énergie individuelle tout en maintenant une pression collective sur leur proie. Lorsque l'impala commence à montrer des signes de fatigue, les membres frais de la meute prennent la tête, tandis que les chasseurs fatigués se replient pour reprendre des forces. La poursuite se poursuit sur des terrains variés, mettant en valeur l'adaptabilité qui fait des lycaons de si bons chasseurs dans des environnements variés. À travers les hautes herbes, les affleurements rocheux et les bosquets d'acacias épineux, la poursuite conserve toute son intensité, tandis que prédateurs et proies repoussent leurs limites physiques. Les tactiques d'évitement de l'impala deviennent de plus en plus désespérées à mesure que l'épuisement affecte sa coordination et son jugement. Ses sauts, autrefois parfaits, deviennent moins maîtrisés, tandis que sa capacité à changer de direction diminue rapidement. Les chiens sauvages perçoivent immédiatement ces subtils changements et adaptent leur stratégie pour tirer parti des capacités déclinantes de leur proie. La conclusion de la chasse démontre à la fois l'efficacité et la clémence qui caractérisent la prédation des lycaons. Contrairement à certains prédateurs qui torturent leur proie par des luttes prolongées, les lycaons tuent rapidement et efficacement, minimisant ainsi les souffrances tout en assurant leur survie. Leurs mâchoires puissantes et leurs dents spécialisées sont conçues pour abattre rapidement leur proie. Quelques minutes après la mise à mort, la meute entière se nourrit de manière coordonnée, garantissant à chaque membre une nutrition adéquate. La structure sociale de la meute régit l'ordre d'alimentation. Le couple alpha et les mères allaitantes bénéficient d'un accès prioritaire aux meilleures portions de viande. Cette approche organisée de la répartition des ressources contribue à maintenir la cohésion de la meute et assure la survie des individus les plus précieux génétiquement. Le comportement alimentaire des lycaons révèle un autre aspect de leur remarquable évolution sociale. Contrairement à de nombreux prédateurs qui doivent rivaliser agressivement pour avoir accès à leur proie,
Les lycaons partagent leur nourriture sans trop de conflits. Les membres soumis de la meute sont autorisés à se nourrir aux côtés des individus dominants, tandis que les adultes régurgitent régulièrement de la viande pour les chiots et les autres membres de la meute qui n'ont pas pu participer à la chasse. Cette approche coopérative du partage des ressources va au-delà du simple comportement alimentaire et englobe tous les aspects de la vie en meute. Les lycaons s'occupent régulièrement de leurs petits, partagent les tâches de garde et apportent leur soutien aux membres blessés ou âgés de la meute. Leur société représente l'un des exemples les plus réussis de coopération plutôt que de compétition comme stratégie de survie. De retour à la tanière de la meute, un autre drame se déroule, mettant en valeur le côté nourricier de ces prédateurs efficaces. Une portée de 8 chiots, dont les oreilles surdimensionnées et les facéties ludiques trahissent leur avenir de chasseurs de haut niveau, se bousculent les uns les autres dans des simulations de combat qui servent d'entraînement à leur futur rôle dans les stratégies de chasse en meute. La tanière elle-même est un chef-d'œuvre d'ingénierie naturelle, creusée dans une termitière, qui assure à la fois l'intégrité structurelle et la régulation naturelle du climat. Les chambres souterraines maintiennent une température stable même pendant les fortes chaleurs de midi, tandis que de multiples tunnels d'entrée et de sortie offrent des voies d'évacuation si la tanière est menacée par de plus gros prédateurs. Les membres adultes de la meute se relaient pour garder les jeunes, permettant ainsi aux mères allaitantes de participer aux chasses et d'entretenir leurs conditions physiques. Cette éducation collective des enfants représente un autre aspect de la société des lycaons qui contribue à leur succès en tant qu'espèce. Les responsabilités parentales sont partagées entre tous les membres de la meute, garantissant ainsi la protection de l'investissement génétique de l'ensemble du groupe. L'éducation des chiots commence tôt. Les adultes rapportent des proies partiellement consommées, ce qui leur permet de s'entraîner à déchirer et à consommer la viande. Le jeu entre les chiots leur apprend la coordination, le timing et les subtiles compétences de communication essentielles à une participation réussie aux chasses en meute. Chaque aspect du développement du chiot est conçu pour en faire des chasseurs efficaces et des membres de meutes coopératifs. À mesure que les chiots grandissent, ils commencent à accompagner les adultes lors des expéditions de chasse, d'abord comme observateurs, positionnés à l'abri des dangers. Leurs grands yeux saisissent chaque détail de la coordination de la meute et de la stratégie de chasse, tandis que leur cerveau en développement traite des informations complexes sur le comportement des proies, l'utilisation du terrain et la prise de décision tactique. La transition d'observateur à participant est progressive et soigneusement gérée par des membres expérimentés de la meute. Les jeunes chiens se voient initialement attribuer des rôles secondaires qui leur permettent de contribuer sans se mettre en danger ni compromettre le succès de la chasse. Ce système d'apprentissage garantit la transmission intacte des connaissances traditionnelles de la chasse d'une génération à l'autre. Bien au-dessus du drame qui se déroule dans la savane, d'autres prédateurs règnent sur un tout autre monde. Le ciel au-dessus des prairies africaines sert à la fois de route et de terrain de chasse à certains des plus magnifiques prédateurs aériens de la nature, dont la maîtrise du vol a évolué au fil de millions d'années vers des formes d'une perfection mortelle. Une ombre passe sur l'herbe dorée, se déplaçant avec l'efficacité silencieuse qui caractérise tous les grands chasseurs. Mais cette ombre n'appartient à aucun prédateur terrestre. Elle annonce plutôt la présence d'un aigle martial, l'un des plus grands et des plus puissants rapaces d'Afrique, dont la vue perçante permet de détecter des proies potentielles à des distances qui défieraient les équipements optiques les plus sophistiqués. Les ailes de l'aigle martial, d'une envergure de près de 2,7 mètres d'un bout à l'autre, capte les courants thermiques provenant de la savane chauffée par le soleil avec une efficacité qui impressionnerait les ingénieurs aérospatiaux. Chaque plume primaire est parfaitement positionnée pour maximiser la portance tout en minimisant la dépense énergétique, permettant à cet oiseau massif de planer pendant des heures sans un seul battement d'aile. D'une altitude de plus de 3 km, l'aigle, grâce à sa vision extraordinaire,
survole un territoire de plusieurs centaines de kilomètres carrés. Ses yeux, proportionnellement plus grands que ceux de toute autre espèce d'oiseau, possèdent des capacités de traitement visuel qui dépassent la perception humaine par des facteurs presque surnaturels. Un mouvement invisible pour les observateurs au sol est immédiatement détecté et analysé pour déterminer s'il peut s'agir d'une proie potentielle. L'aigle martial n'est pas le seul à dominer l'espace aérien au-dessus de la savane. Des dizaines d'autres espèces de rapaces partagent ces autoroutes thermiques, chacune spécialisée dans des stratégies de chasse et des préférences en matière de proie. Les messagers sagittaires sillonnent l'herbe sur des pattes incroyablement longues, utilisant leurs puissants pieds pour tuer serpents et autres proies terrestres grâce à des techniques qui semblent faire le lien entre la chasse terrestre et aérienne. Les aigles ravisseurs, plus petits mais tout aussi impressionnants que leurs cousins guerriers, se spécialisent dans les techniques de chasse coopérative qui permettent aux couples de coordonner leurs attaques contre les écureuils terrestres et autres petits mammifères. Leur communication pendant la chasse témoigne d'une intelligence et d'une capacité de planification remarquable, l'un des oiseaux servant de diversion tandis que l'autre se positionne pour une attaque mortelle. Le ciel de la savane abrite également l'une des opérations de récupération les plus efficaces de la nature. Des vautours de multiples espèces créent un réseau de surveillance aérienne qui surveille l'ensemble de l'écosystème à la recherche de signes de mort ou de faiblesse. Leurs incroyables capacités de vol leur permettent de parcourir de vastes territoires avec un minimum d'énergie, ce qui les rend parfaitement adaptés à leur rôle de nettoyeurs de la nature. Les vautours africains, les plus nombreux des oiseaux charognards de la savane, font preuve d'une remarquable coordination sociale lorsque l'occasion de se nourrir se présente. Leur capacité à communiquer la localisation des carcasses sur de vastes distances grâce à des signaux comportementaux crée un réseau d'informations qui rivalise avec les systèmes de communication modernes en termes d'efficacité et de portée. Lorsqu'un gros animal meurt dans la savane, la réaction des charognards aériens est rapide et coordonnée. En quelques minutes, les premiers vautours commencent à tourner au-dessus de la tête, leur présence servant de signal aux autres charognards à travers le paysage. Ce système d'information en cascade peut amener des dizaines d'oiseaux à converger vers une seule carcasse dans l'heure qui suit la mort. La hiérarchie alimentaire des vautours est complexe et rigoureusement appliquée, chaque espèce étant spécialisée dans l'accès aux différentes parties des carcasses. Les vautours oricoux, les plus grands et les plus puissants, utilisent leur bec massif pour déchirer la peau coriace et accéder aux organes internes, tandis que les espèces plus petites attendent leur tour pour accéder aux ressources mises à disposition par leurs cousins plus grands. Mais les prédateurs aériens les plus spectaculaires de la savane sont les aigles pêcheurs, dont la maîtrise de multiples environnements de chasse en fait l'un des rapaces les plus polyvalents d'Afrique. Ces magnifiques oiseaux, avec leur tête et leur queue blanche caractéristiques contrastant fortement avec leur corps brun foncé, sont aussi à l'aise sur l'eau que sur terre. Les aigles pêcheurs africains font preuve de techniques de chasse qui illustrent l'apogée de l'évolution prédatrice aviaire. Leur capacité à capturer des poissons à la surface de l'eau tout en se déplaçant à grande vitesse exige un timing précis et une coordination extraordinaire entre la vision, le contrôle du vol et le déploiement des serres. Le succès de ces attaques, souvent supérieur à 80%, représente des millions d'années de perfectionnement évolutif. Le cri de l'aigle pêcheur, une série de notes mélodiques distinctives qui portent sur des kilomètres à travers la savane, remplit de multiples fonctions dans sa structure sociale complexe. La signalisation territoriale, la reconnaissance des partenaires et la coordination de la chasse utilisent toutes des variantes de ce son emblématique, devenu synonyme d'Afrique sauvage dans l'esprit des visiteurs du monde entier. Pendant la saison de reproduction, les couples d'aigles pêcheurs se livrent à des parades aériennes spectaculaires qui démontrent à la fois leur talent de vol et leur engagement envers leur partenariat durable. Ces danses aériennes, composées de vols, de piquets et de cris synchronisés, renforcent les liens du couple tout en annonçant leurs revendications territoriales aux concurrents potentiels. À travers les prairies dorées, une montagne vivante se déplace avec une grâce surprenante malgré sa taille imposante. L'éléphant d'Afrique, le plus grand de tous les mammifères terrestres, porte en lui la sagesse accumulée au fil des générations, faisant de lui à la fois une espèce clé
et un réservoir de connaissances écologiques couvrant des décennies de changements environnementaux. Sa peau ridée, grise comme des nuages d'orage et épaisse comme une armure, porte les cicatrices d'une longue vie passée à affronter les défis de la vie dans la savane. Chaque cicatrice raconte une histoire de survie, qu'elle soit issue de rencontres avec des prédateurs, de combats avec d'autres éléphants ou des aléas quotidiens de la vie dans un environnement où la survie exige une vigilance et une adaptation constante. Les défenses de la matriarche, jaunies par le temps et polies par des décennies d'utilisation, lui servent à la fois d'outils et d'armes dans sa lutte quotidienne pour la survie. Ces instruments en ivoire, cultivés sans cesse tout au long de sa vie, portent les marques d'innombrables rencontres avec la végétation épineuse, les terrains rocailleux et les confrontations occasionnelles avec des rivaux ou des menaces envers sa famille. Derrière elle, dans une formation témoignant de millions d'années d'évolution sociale, sa famille élargie se déplace à travers le paysage avec un objectif coordonné. Filles, sœurs et petites filles occupent des positions spécifiques qui optimisent la protection des plus jeunes membres tout en garantissant des possibilités de recherche de nourriture optimale pour l'ensemble du groupe. Cette société matriarcale représente l'un des exemples les plus réussis de leadership et de coopération féminine dans la nature. Les déplacements de la famille d'éléphants à travers la savane sont bien plus qu'une simple migration d'une zone d'alimentation à une autre. Ils représentent l'activation de schémas mentaux accumulés au fil des générations, la matriarche s'appuyant sur des décennies d'expérience pour guider sa famille sur des itinéraires offrant une nutrition optimale, un accès à l'eau et une protection contre les prédateurs et les intrusions humaines. Ces cartes mentales, transmises de mère en fille de génération en génération, contiennent des informations sur la disponibilité saisonnière des ressources, les conditions météorologiques et les voies de déplacement sûres accumulées au fil des siècles. La perte d'une matriarche représente non seulement la mort d'un individu, mais aussi la destruction d'une bibliothèque vivante de connaissances écologiques, difficilement remplaçables. À mesure que la famille se déplace sur son territoire, elle communique constamment grâce à un système complexe de vocalisation, dont beaucoup se produisent à des fréquences inférieures à l'audition humaine. Ces cris infrasonores peuvent parcourir des kilomètres, au sol comme dans les airs, permettant aux éléphants de coordonner leurs activités et de partager des informations sur de grandes distances. Le plus jeune membre du groupe, un éléphanteau de moins de 2 ans, reste auprès de sa mère tout en apprenant les règles sociales complexes qui régissent la société des éléphants. Ces interactions ludiques avec les autres jeunes éléphants sont à la fois divertissantes et éducatives, lui enseignant les compétences de coordination et de coopération dont il aura besoin tout au long de sa vie. La famille s'arrête près d'un bain de boue traditionnel, où des générations d'éléphants viennent enduire leur peau d'une boue protectrice qui sert à la fois de protection solaire et d'anti-insectes. Ce rituel est à la fois pratique et social, permettant de renforcer les liens familiaux tout en répondant aux besoins physiologiques liés à la vie dans un environnement rude et ensoleillé. La technique d'application de la boue de chaque éléphant est légèrement différente, reflétant les préférences individuelles acquises au fil des années d'expérience. La matriarche démontre des mouvements efficaces qui enduisent tout son corps avec un minimum d'effort, tandis que les plus jeunes expérimentent différentes approches sous l'œil attentif de leurs aînés. L'eau représente le principe organisateur autour duquel gravitent toutes les activités des éléphants. La connaissance des sources d'eau par la matriarche, accumulée au cours de sa longue vie et héritée des générations précédentes, détermine les déplacements de la famille tout au long de l'année. En saison sèche, cette connaissance peut faire la différence entre la survie et la mort pour tout le groupe. L'approche d'un point d'eau se fait toujours avec une extrême prudence, car ces ressources vitales attirent non seulement les autres familles d'éléphants, mais aussi toute la gamme des prédateurs de la savane. La matriarche sonde l'air avec sa trompe sensible,
à la recherche d'odeurs susceptibles d'indiquer un danger, tandis que les autres membres de la famille maintiennent des positions protectrices autour des plus jeunes animaux. Au bord de l'eau, la structure sociale de la famille devient encore plus apparente, car l'ordre de consommation s'établit par de subtiles démonstrations de domination et un comportement coopératif. La matriarche boit la première, non pas par autorité égoïste, mais comme un dernier contrôle de sécurité pour garantir la sécurité de la source d'eau pour les membres les plus vulnérables de la famille. La technique d'abreuvement des éléphants, utilisant leur trompe comme dispositif d'aspiration et comme récipient de stockage, démontre la remarquable polyvalence de ce chef-d'œuvre de l'évolution. Une seule trompe contient plus de 40 000 muscles et peut contenir plusieurs litres d'eau, ce qui en fait l'un des outils biologiques les plus sophistiqués du règne animal. Après avoir bu, la famille adopte des comportements de bain qui répondent à de multiples objectifs, au-delà de la simple hygiène. Les aspects sociaux du bain en commun renforcent les liens familiaux tout en permettant à la matriarche d'évaluer la santé et l'état de chaque membre de la famille. Les jeunes éléphants apprennent les bonnes techniques de bain par l'imitation et les conseils avisés des adultes. L'impact des éléphants sur leur environnement va bien au-delà de leurs besoins immédiats en nourriture et en eau. En se déplaçant, ils créent et entretiennent des sentiers empruntés par d'innombrables autres espèces. Leurs habitudes alimentaires contribuent à préserver le caractère ouvert des écosystèmes de savane en empêchant l'empiètement de la végétation forestière dense. Dans la lumière du petit matin, une ombre tachetée se déplace dans l'herbe rase avec la grâce fluide du mercure liquide. Le guépard, expression naturelle ultime de la vitesse et de l'accélération, incarne des millions d'années de perfectionnement évolutif centré sur une capacité unique et extraordinaire, celle d'atteindre des vitesses proches des limites de ce qui est physiquement possible pour un animal terrestre. Sa silhouette élancée, construite comme une formule biologique, illustre les compromis et les compromis que l'évolution fait lorsqu'elle optimise une capacité unique et extrême. Chaque aspect de son anatomie a été modifié pour réduire son poids tout en maximisant la puissance explosive nécessaire à ses sprints légendaires. Sa petite tête réduit la résistance au vent, tandis que sa longue queue sert de gouvernail pour les manœuvres à grande vitesse. Le pelage tacheté du guépard, plus dense que celui de tout autre grand félin, lui offre un camouflage parfait dans l'ombre et la lumière tachetée des savanes. Chaque tache est d'un noir uniforme, contrairement aux rosettes des léopards et des jaguars, créant une perturbation visuelle qui le rend incroyablement difficile à repérer lorsqu'il reste immobile à couvert. Ses yeux, marqués de lignes noires distinctives qui courent des commissures internes jusqu'au bord de sa bouche, agissent comme des dispositifs anti-éblouissement naturels qui améliorent sa vision pendant les heures de grande clarté, où elle chasse la plupart du temps. Ces marques de larmes contribuent également à réduire les reflets de ses yeux, la rendant ainsi moins visible pour ses proies potentielles. La stratégie de chasse du guépard incarne la prédation à haut risque et à haute récompense. Contrairement aux autres grands félins qui privilégient la furtivité et l'embuscade, il doit approcher sa proie en terrain découvert où la détection est quasi inévitable. Son succès dépend entièrement de sa capacité à réduire la distance qui le sépare de sa cible avant que sa proie ne puisse accélérer pour atteindre sa vitesse de fuite. Ses proies préférées, les gazelles de Thomson et autres petites antilopes, sont elles-mêmes très évoluées en termes de vitesse et d'esquive. Leur capacité à changer rapidement de direction et à maintenir des vitesses élevées sur de plus longues distances que celles des guépards crée une fascinante course aux armements évolutive entre prédateurs et proies qui a façonné les deux espèces pendant des millions d'années. Le choix d'une cible parmi un troupeau de gazelles nécessite un calcul minutieux de multiples facteurs qui détermineront le succès de la chasse. Le guépard doit évaluer la distance qui le sépare de sa proie potentielle, le terrain sur lequel la chasse se déroulera, les voies de fuite disponibles et ses propres réserves d'énergie.
Une chasse ratée peut le laisser épuisé et vulnérable aux autres prédateurs. Sa cible choisie, une jeune gazelle de Thomson broutant en bordure du troupeau, représente l'équilibre optimal entre vulnérabilité et valeur nutritionnelle. Les jeunes animaux sont généralement moins expérimentés en matière de tactique d'évasion, mais fournissent néanmoins suffisamment de viande pour justifier l'énorme dépense énergétique d'une poursuite à grande vitesse. La traque débute par des mouvements si subtils qu'ils semblent transgresser les lois de la physique. La capacité du guépard à rester quasiment invisible en terrain découvert repose sur sa compréhension des lignes de visée, des ombres et des cycles d'attention de sa proie. Chaque mouvement est synchronisé avec les moments où sa cible est distraite par le nourrissage ou les interactions sociales. Ses pattes spécialisées, plus proches de celles des chiens que des autres chats, offrent une traction exceptionnelle lors des accélérations et des virages à grande vitesse. Ses griffes semi-rétractables agissent comme des crampons biologiques, agrippant le sol lors des premiers pas explosifs d'une poursuite, lorsqu'une traction maximale est essentielle pour prendre de la vitesse. L'approche finale exige du guépard qu'il parcourt les 100 derniers mètres sans se faire repérer, un exploit qui semble impossible compte tenu du terrain dégagé. Sa technique consiste à exploiter chaque creux, chaque buisson épars et chaque ombre pour masquer son approche, tout en synchronisant ses mouvements avec les moments où le troupeau de gazelles est distrait. Sa respiration devient contrôlée et posée alors qu'elle se prépare à l'effort explosif qui l'attend. La poursuite qui s'annonce va pousser son système cardiovasculaire à ses limites, son rythme cardiaque passant de 60 battements par minute au repos à plus de 200 battements par minute en quelques secondes. L'attaque débute par une explosion de puissance incroyable. L'arrière-train du guépard libère des forces qui l'accélèrent de l'arrêt à 70 km/h en seulement 3 foulées. Sa colonne vertébrale se contracte et s'allonge à chaque bond, augmentant sa puissance à chaque foulée et allongeant sa foulée effective à plus de 6 mètres. La réaction de la gazelle est immédiate et désespérée. Elle s'éloigne du prédateur en s'élançant avec une vitesse impressionnante. Mais l'avantage d'accélération du guépard dès les premières secondes de la poursuite lui permet de réduire rapidement la distance, transformant la rencontre en un test de vitesse et de maniabilité soutenu plutôt qu'une simple accélération. La poursuite se déroule à travers la savane ouverte tel un balai effréné où prédateurs et proies repoussent leurs limites biologiques. La cadence de foulée du guépard atteint un incroyable rythme de 4 pas par seconde, tandis que sa colonne vertébrale flexible lui permet de parcourir plus de 7 mètres à chaque bond à vitesse maximale. La stratégie de fuite de la gazelle repose sur des changements de direction brusques, conçus pour forcer le guépard à effectuer des virages énergivores qui épuisent rapidement ses capacités de poursuite. Chaque zigzag oblige le guépard à ajuster sa trajectoire tout en maintenant sa vitesse maximale, un exploit qui requiert une coordination extraordinaire entre son système visuel, son système nerveux et son contrôle musculaire. À vitesse maximale, les deux animaux évoluent à la limite de leurs possibilités physiques. La température corporelle du guépard augmente rapidement en raison de l'énorme chaleur générée par ses muscles, tandis que sa respiration devient si rapide qu'elle interfère avec sa capacité à mordre et à tuer ses proies, même si elle parvient à les toucher. La gazelle est confrontée à ses propres défis physiologiques. Le stress extrême de la chasse lui inonde d'adrénaline tandis que son rythme cardiaque atteint des niveaux proches du maximum supportable pour son système cardiovasculaire. Pendant des millions d'années, la savane africaine a fonctionné selon des rythmes naturels établis par l'évolution et affinés par d'innombrables générations d'adaptation. L'équilibre délicat entre prédateurs et proies, les anciennes voies migratoires et les structures sociales complexes de sa faune ont créé l'un des écosystèmes les plus stables et les plus productifs de la planète. Cependant, le siècle dernier a apporté des changements si rapides et si profonds que ce système ancestral est aujourd'hui confronté à des défis sans précédent. L'expansion des implantations humaines sur les territoires traditionnels de la faune sauvage a fragmenté les vastes paysages interconnectés dont ces animaux ont besoin pour survivre. Les couloirs de migration, utilisés depuis des millénaires, sont désormais bloqués par des routes, des clôtures et des aménagements agricoles. Les grands troupeaux, dont les déplacements s'effectuaient autrefois sans entrave sur des centaines de kilomètres, se retrouvent désormais confinés dans des zones protégées de plus en plus isolées.
La conversion des prairies à l'agriculture a détruit des millions d'hectares d'habitats fauniques de premier choix, tandis que l'introduction d'animaux domestiques a créé une nouvelle concurrence pour l'eau et les pâturages. La tolérance traditionnelle, qui a permis la coexistence de la faune sauvage et des communautés pastorales pendant des siècles, a été mise à rude épreuve par la croissance démographique et l'évolution des pressions économiques. Le changement climatique, largement imputable aux activités humaines menées loin de la savane, a commencé à modifier les régimes pluviométriques et les cycles saisonniers qui régissent toute vie dans ces prairies. Les pluies prévisibles qui déclenchaient autrefois les migrations et déterminaient les cycles de reproduction sont devenues irrégulières et peu fiables, forçant les animaux à s'adapter à des conditions que l'évolution ne les avait jamais préparés à gérer. L'avenir de la savane africaine et de sa faune magnifique dépendra en fin de compte de la capacité de l'humanité à trouver des moyens durables de partager ces paysages avec les créatures qui y vivent depuis des millions d'années. Le défi est immense, mais l'alternative, la perte de l'un des plus grands trésors naturels de la planète, est inacceptable pour les générations futures qui méritent d'être témoins de la majesté des lions et des léopards, des grandes migrations et du drame intemporel de la vie et de la mort qui se joue sur ces prairies dorées depuis la nuit des temps. Fasciné par la magie de la savane africaine, dites-nous quel animal vous a le plus émerveillé. Laissez vos favoris dans les commentaires. Pensez-vous que ces créatures et leur habitat sauvage méritent plus d'amour? Partagez cette vidéo et faites passer le message. Vous avez aimé cet aperçu du Sud? Découvrez notre dernière aventure dans l'Arctique qui regorge de merveilles fauniques inattendues. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne rien manquer de notre prochain voyage dans la nature. À bientôt!